lanceur d'orge. Qui est Marcel Sekaldi? Marcel Sekaldi est un avocat qui défend les intérêts de l'État extérieur, qui défend également le ressortissant libyen de l'État extérieur qui vient de Libye, qui vient de vivre une situation extrêmement grave et dramatique. La plus belle interview à l'Afrique riche nous éclairer par rapport à cette guerre qui frappe aujourd'hui la Libye. Pourquoi aujourd'hui le monarque est menacé? Pourquoi aujourd'hui l'OTAN bombarde bien sûr le Sahel? Pourquoi c'est le pays aujourd'hui? Pourquoi nous savoir des interviews fracassantes, des interviews qui nous révèlent énormément de choses. Cette interview, c'est vraiment très instructif. Ça va nous révéler énormément de choses concernant Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons dans le cabinet de Maître Marcel Sekaldi. Vous êtes l'avocat de Jamal Islami et aussi de la famille Kadhafi. Petite précision sur ce point, je suis l'avocat de la Jamaïria arabe libyenne. Je ne suis pas l'avocat de la famille Kadhafi, mais dans le cadre de mon contrat, dans le cadre de mon mandat, je défends les intérêts de l'État libyen d'une part, mais je suis susceptible également de défendre toutes les personnes physiques ou les entités morales que l'État libyen me désignera. Aux dernières nouvelles, la famille de Kadhafi se trouverait en Algérie. Son épouse et ses enfants, commençant par Aïcha. Vous avez de nouvelles de cette famille? Non, comme je vous l'ai dit, j'ai en charge les intérêts de l'État libyen, donc je n'ai pas de nouvelles particulières concernant la famille du guide. J'observe simplement que si la famille du guide a rejoint l'Algérie, c'est tout simplement pour des questions de sécurité, compte tenu de la situation qui règne actuellement dans les zones contrôlées par la rébellion. Les zones contrôlées par la rébellion. La rébellion qui est reconnue aujourd'hui, mais l'Algérie n'a pas reconnu le CT, demande l'extradition de la famille de Kadhafi. Quelle est la lumière portez-vous sur l'aspect juridique de cette demande? Écoutez, il faut arrêter de travestir la réalité, n'est-ce pas? Appelons les choses telles qu'elles sont. Nous avons une rébellion armée qui a été mise en place par une coalition d'États. La communauté internationale n'a pas reconnu la rébellion armée. La communauté internationale, ce n'est pas les États membres de la coalition ou les États obligés de cette coalition. La communauté internationale, c'est l'ONU. Arrêtons de confondre ce que l'on ne doit pas confondre. C'est une bataille des mots qui se livre, alors appelons les choses par leur nom. Vous avez au jour d'aujourd'hui 40 États, et un peu moins d'ailleurs de 40 États, qui ont reconnu cette rébellion armée. Ce n'est donc pas la communauté internationale. Parce que si vous me dites que la communauté internationale a reconnu la rébellion, alors qu'est-ce que vous faites de l'Amérique du Sud? Qu'est-ce que vous faites de l'Inde? Qu'est-ce que vous faites de la Chine? Qu'est-ce que vous faites de la Russie? La communauté internationale serait-elle circonscrite aux intérêts des États membres de la coalition? Certainement pas. Donc la rébellion armée n'a aucune légitimité pour demander l'extradition de la famille du guide. C'est tout à fait clair. Il y a une résolution qui a été votée, c'était une résolution demandée à ce que l'OTAN bombarde, enfin protège la population libyenne. Oui. Parlez-moi un peu de cette résolution. Écoutez, là aussi, appelons les choses par leur nom. La résolution 1973 a été prise au fin de protéger les civils, quel que soit d'ailleurs l'endroit où des populations civiles se trouvaient en Libye, aussi bien en Syrie naïque, où se trouve Benghazi, qu'en Tripolitaine, où se trouve Tripoli. Bien, la résolution a été détournée de ses buts par les États membres de la coalition. Ça a été la Libye que la France et le Royaume-Uni ont pu obtenir de la part du Conseil de sécurité. Et avec cet alibi, l'OTAN a déclaré la guerre à la Libye. C'est tout à fait clair. Elle a déclaré la guerre non pas seulement au régime libyen,
mais elle a déclaré la guerre à la population civile de Libye, en bombardant non seulement des forces combattantes, mais également les populations civiles, en prenant parti dans le cadre d'un conflit interne. Lorsque vous prenez parti dans le cadre d'un conflit interne, vous n'intervenez plus au titre d'un mandat des Nations Unies. Pourquoi? Parce que toutes les interventions de l'ONU, afin de maintenir l'ordre et la paix et la sécurité internationale, sont des interventions qui supposent la neutralité des forces onusiennes. Les forces onusiennes ne peuvent pas être parties à un conflit. L'OTAN a pris parti dans un conflit interne et a imposé par les armes à Tripoli et en Cyrénaïque une rébellion armée. Alors, cette rébellion armée a décapité la souveraineté d'un pays. Aujourd'hui, l'OTAN a mis en place le CNT. Vous connaissez ce CNT? Je ne connais pas ce CNT. CNT, alors écoutez, si je devais reconnaître aujourd'hui, ou puisque l'on doit reconnaître aujourd'hui le CNT, eh bien commençons par reconnaître, commençons par le commencement. Reconnaissons le Polisario. Reconnaissons la rébellion armée en Casamance. Reconnaissons l'armée du Seigneur en Ouganda. Reconnaissons comme interlocuteur légitime les milices Hutus qui nomadisent entre le sud du Rwanda et la RDC. Reconnaissons, mais je vous laisse le choix de le faire, une des factions ou les factions qui ont dépecé la Somalie. Reconnaissons le Tibet. Reconnaissons les FARC. Mais la boîte de Pandore est ouverte. Le CNT, qu'est-ce que c'est? Savez-vous qui est derrière le CNT? Qu'est-ce que c'est que le CNT? C'est un conglomérat, un agglomérat de tendances cosmopolites et diverses. Vous dites le CNT, vous me parlez de qui? Vous me parlez des libéraux, il paraît qu'il y en a au CNT. Les démocrates également, ils sont... Oui, ou des démocrates, dit-on. Mais ils ne peseront pas, le moment venu, plus lourd que leur poids. Les islamistes aussi également. Et alors? Ou alors les islamistes ou les gens d'Al-Qaïda? Enfin, écoutez, c'est quand même extraordinaire. J'ai lu quelque part, il y a peu de temps, que le président de la République française avait dit que l'action de l'OTAN se poursuivrait tant que ses amis du CNT lui demanderaient de lui apporter cet appui. Alors, si je comprends bien, compte parmi les amis du président de la République française, Abdelhakim Bellage. Vous faites allusion à l'article sorti au Monde. Mais dans le Monde et dans le journal Le Point, donc Abdelhakim Bellage, qui est un djihadiste qui a servi en Afghanistan. Mais je suis convaincu que les familles des soldats français tués en Afghanistan apprécieront l'amitié que le président de la République française porte à un djihadiste qui a combattu l'OTAN en Afghanistan et qui fait peut-être partie de ceux qui ont participé à la mort et au décès de ces soldats français. Vous savez, on ne peut pas avoir de langage, un double standard. Hein. On ne peut pas combattre les islamistes en Afghanistan et leur serrer, excusez-moi l'expression, la pogne en Libye. L'Algérie ne s'y est pas trompée là. Pourquoi la position de l'Algérie? L'Algérie craint également la rébellion du Touareg qui pourra descendre également vers l'Algérie. Dès lors que vous avez un pouvoir islamiste, et c'est votre journal Le Monde hier qui donnait une grande interview d'un certain Ismail Al-Salabi, petit commerçant, activiste islamiste et chef de guerre. Bon, personnage intéressant d'ailleurs parce qu'il refuse de serrer la main de la journaliste, bien entendu, parce que c'est une femme, elle n'est pas musulmane, elle est impure, donc on ne lui serre pas la main. La période des Ramadans également aussi, c'était... On ne lui serre pas la main. Donc il explique son parcours, combattant, islamiste, etc. Et qu'il dit, je ne déposerai des armes que lorsque, d'une part, il y aura une constitution reconnaissant le rôle important de la religion, ça, pour traduire, c'est très simple, c'est la charia, d'une part, et d'autre part, lorsque le pays sera confié en de bonnes mains. Bien quand le pays sera confié en de bonnes mains,
pour reprendre son expression, l'AQMI, va avoir des moyens considérables, va avoir une base arrière, avec des moyens militaires, des moyens financiers, va avoir la possibilité d'avoir là des plateformes de recrutement. L'Algérie va être en première ligne, la Tunisie va être emportée, parce qu'entre vous et moi, la Tunisie, actuellement, qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose. C'est un pouvoir de Kochim, hein. La moyenne d'âge entre le président de la République et le Premier ministre, je crois que c'est 90 ans ou 89 ans et demi. Mais le Mali, qu'est-ce qui va se passer? Le Niger, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, intéressant, vous parlez du Mali. Il paraîtrait que la France avait largué des armes vers le désert et que c'est tombé dans les mains de l'AQMI. C'est ce qu'a d'ailleurs dit, c'est ce qu'ont d'ailleurs dit les autorités algériennes à Juppé lorsqu'il s'est déplacé en disant mais attendez, vous envoyez des armes aux rebelles, alors nous avons en face de nous dans le maquis des armes qui étaient entreposées à Benghazi d'une part et celles que vous avez larguées. Mais est-ce que vous croyez que tous ces pays, Mali, Niger, vont pouvoir résister à cette poussée? Alors demain, le paradoxe, c'est qu'il faudra peut-être bombarder la Libye, parce que la Libye sera tombée aux mains des islamistes, ou il faudra peut-être intervenir sur le plan militaire au Niger ou au Mali, voire même en Mauritanie, et demain au Sénégal, parce que vous aurez un mouvement islamiste qui se sera implanté, et qui aura les moyens militaires et les moyens financiers d'imposer sa loi à ses États et à ses populations. La France organise demain un ballet diplomatique extraordinaire pour essayer de voir les amis de la Libye demain. Vous êtes franc. Alors, il y a Cameroun est invité, il y a tout le monde est là. C'est pour légitimer en fait encore. C'est le bal des faux culs. C'est le bal des faux culs. Parce qu'il faudrait quand même que nos dirigeants politiques aient le courage de dire à leur peuple ce qui s'annonce à l'horizon, avec la création d'un foyer islamiste aux portes de l'Europe. Il faut que nos dirigeants politiques aient le courage de dire les pays de l'Afrique subsaharienne vont désormais être déstabilisés, leur économie va voler en éclats, les phénomènes migratoires vont s'amplifier en raison de la création de cet État. C'est tout à fait clair. Regardez ce qui s'est passé au Moyen-Orient. C'est la conséquence directe du démantèlement de l'Irak et de ce qui s'est produit. C'est que vous n'avez plus de chrétiens. Là, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas de chrétiens, mais vous avez tous ceux qui sont musulmans, qui vivent leur religion dans la paix, sans vouloir imposer une loi qui n'est d'ailleurs pas celle du Coran, eh bien, qui vont être obligés de fuir. C'est tout à fait clair. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est l'inconséquence de nos dirigeants politiques. Moi, je veux bien, vous savez, dans le cadre d'une stratégie que l'on décide de se débarrasser d'un régime, admettons, c'est la partie de la règle politique. Mais encore faut-il avoir une solution alternative. Encore faut-il savoir par qui on va remplacer ce régime que l'on renverse. Mais là, on ne sait pas. Le CNT. Le CNT, alors vous savez, vous savez que... Je martèle, parce que c'est bien légendaire qui est montré aujourd'hui. Voilà. Le camarade Ismaïl Al-Salabi, dans Le Monde, que dit-il? Eh bien, il dit une chose quand même qui est extraordinaire à la journaliste. Il prouve sa respectabilité en affirmant avoir rencontré l'écrivain Bernard-Henri Lévy. Extraordinaire. Si vous voulez, BHL, qui devient le porte-parole, la caution morale des islamistes. C'est quand même un singulier retournement de situation. Vous voyez, je ne suis pas tout à fait certain que si les dirigeants du CNT, ces islamistes, se trouvaient aux frontières d'Israël, je ne suis pas tout à fait certain que Bernard-Henri Lévy ferait preuve à leur égard de la mansuétude dont il les entoure.